Bonjour, ça va, vous m'entendez bien? C'est bon le son? Bon, je suis Gilles Péqueux, je représente Syntec, la Commission internationale, et je suis du groupe Aegis. J'attendais pour démarrer parce qu'on pensait avoir le président de Syntec, Nicolas Jachier. Il m'a dit, si je ne suis pas là à 14 h, vous commencez. Comme je ne le vois pas, on va commencer. Je vais inviter nos intervenants, commençant par Madame Diallo, que je présenterai plus tard. Vous voulez, Monsieur Dianier? Monsieur Niati Momba? Monsieur Massé? Je m'assure là, je pense. Et Monsieur Carpentier? Bonjour tout le monde. Quand on m'a proposé d'animer cette plénière, je me suis dit quel défi. On a quatre mots clés: Afrique, climat, énergie et mobilité. On ne veut pas dire c'est vaste, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. On aurait pu faire des heures sur cette table ronde. Donc c'est un gros sujet et on est une belle table ronde, bien représentée, une belle plénière. Avant d'introduire nos intervenants, je vais donner un peu le fil rouge de la séquence. Commencer par le climat, parce qu'on est dans la perspective, on est à un mois de la COP21. Et donc déjà se rappeler la déclaration de Libreville et la contribution des pays africains à la COP21. Ça va être la toile de fond de la discussion, avec des sujets qui sont primordiaux pour l'Afrique, de développement économique. On va essayer de parler de cette équation entre comment réussir le développement économique du continent, qui est très ambitieux, et les sujets de COP21 qui sont un défi. Et comment on va réussir à mettre ça ensemble sur deux thématiques qui sont l'énergie et plutôt l'électrification, je dirais, de l'Afrique, d'une part, et la mobilité plutôt orientée vers la mobilité urbaine. On a un peu centré l'énergie sur l'électrification et la mobilité plutôt sur la mobilité dans les villes, là où on a considéré que les gros freins ou les risques à l'équation entre développement économique et, je dirais, enjeu climatique étaient la plus compliquée à aborder. Alors la COP21, déjà rappeler qu'on a deux pays africains qui ont annoncé leur contribution, très clairement. Le Gabon, d'où la déclaration de Libreville du 22 juillet 2015. Je vais rappeler un petit peu après les termes, d'une part. Et puis bien sûr le Maroc, qui accueillera la COP22. Alors, dans la déclaration de Libreville, et ça sera un peu on va retrouver toutes les thématiques que je vais exposer. On avait l'adaptation, l'atténuation, la gestion des pertes et dommages, le financement, le transfert des technologies et le renforcement des capacités. Je veux juste te rappeler une chose, c'est que l'approche des pays africains au moment de Rio et ensuite de Kyoto était de dire que les émissions de gaz étaient produites dans les pays du Nord et ils devaient payer pour les pays du Sud. D'ailleurs, c'est aujourd'hui un petit peu ce qui se passe, puisque la contribution des pays du Nord a été confirmée la semaine dernière, c'était dans les échos hier, au G20 Finance, que M. Fabius était présent. Et si je ne me trompe pas, il y a eu 100 milliards. Donc ce qui avait été annoncé au Copenhague en 2009 va prendre forme et va passer via les bailleurs de fonds, Multi et BI et également l'Union européenne. Ces 100 milliards donc la contribution arrive, elle va être engagée. Donc c'est un sujet extrêmement important au moment où la COP21 arrive, que ces 100 milliards qui vont intervenir dans notre discussion de la partie des financements publics, puisqu'on aura des financiers, va devenir réel.
qui est paradoxal sur le continent africain, c'est que ça représente 20% des terres émergées du continent, 14% de la population, 1 milliard d'habitants aujourd'hui. Et c'est le continent qui consomme le moins, qui produit le moins d'émissions de gaz aujourd'hui. 3,22% d'émissions de gaz par rapport à l'ensemble du continent. Alors que c'est le continent qui porte les plus gros risques, les plus grosses conséquences du changement climatique. Par la hausse de température, et donc conséquences en matière de désertification, et donc urbanisation accélérée par le fait des problèmes de désertification. Et deuxième problème, la hausse des océans qui génère du risque sur les villes côtières. Donc on a quand même une drôle d'équation. Malgré tout, dans la déclaration de Libreville, ce qui est assez important, c'est que les pays africains se sont mis en mouvement et ont compris que ce risque pouvait aussi être une opportunité et qu'il fallait le prendre à bras le corps. Et quelque part, la session d'aujourd'hui, bien évidemment, on la tournera autour de l'ingénierie, puisque c'est aussi un sujet porté par Syntec. Mais cette équation va être entre risque et opportunité. Et j'étais assez étonné quand on a préparé les séquences avec nos interlocuteurs de voir combien ils croyaient vraiment transformer ce défi en une véritable opportunité pour le continent, pour sa croissance et son développement, sa création d'emplois, la création et la valorisation de l'innovation sur le continent autour des situations vertueuses en direction du climat. Pour ce qui est de l'électrification, d'abord pour ce qui est de la démographie, on a oublié dans la contrainte du changement climatique la problématique de la démographie. Aujourd'hui, le continent, c'est 1 milliard d'habitants. Sur l'électrification, 40% ont accès à l'électricité, alors que la moyenne mondiale est nettement plus élevée. Et en matière de population, on a aujourd'hui 452 millions d'habitants sur 1 milliard dans les villes. En 2040, nous aurons 1 milliard d'habitants dans les villes sur 2 milliards d'habitants. Donc je ne sais pas si vous voyez la problématique urbaine compliquée par la problématique du changement climatique et la nécessité d'avoir un vrai modèle de développement économique pour les villes, parce que aujourd'hui la croissance du continent c'est à peu près 4 à 5% en gros sur les prochaines années à venir, et que quand on a 1 milliard sur 2 qui se situe dans les villes, et que l'essentiel de plus en plus du développement économique se trouve au sein des villes, si on ne structure pas les villes en conséquence, si on ne favorise pas les déplacements dans la ville, eh bien tout simplement, on n'arrivera pas à trouver à mettre en place le modèle économique qu'il faut. Donc c'est beaucoup de sujets. On va essayer de débroussailler tout ça avec nos amis et de voir également dans tout cela comment l'ingénierie, au sens large, je parle de l'ingénierie française dans notre cas, mais africaine surtout, et quelle passerelle on doit mettre en place, quel rôle elle doit jouer, comment elle doit s'adapter, comment elle doit fonctionner par rapport aux intervenants, c'est-à-dire le financement public, privé, dont on va parler, la société civile, la gouvernance, les institutions. Comment tout ça doit s'articuler pour mettre une feuille de route en place pour que ça ne devienne pas un risque, mais une vraie opportunité, qu'on réussisse ce challenge, ou plutôt que l'Afrique réussisse ce challenge. J'ai présenté les intervenants. Donc, nous avons séquencé de la façon suivante. Nous aurons dans l'ordre un peu un état des lieux. On aura 2 questions par intervenant. Et puis ensuite, on entendra le témoignage de l'ADEME et puis des financiers. Et puis on essaiera de focaliser une conclusion autour de
d'une feuille de route et puis aussi de l'ingénierie. Parce que nous sommes tous, il y a beaucoup de bureaux d'ingénierie ici, nous sommes tous très à l'écoute de savoir comment nous devons nous mettre en ordre de marche, nous et les ingénieries africaines, bien entendu. Donc, je vais présenter rapidement la plénière, puis poser ma première question. Donc, je présente Mariam Diallo, Dramé, présidente de Femmes Leadership et Développement Durable au Mali. Monsieur Mamadou Ndoye Diagne, président de la Commission de régulation de l'électricité du Sénégal. Bonjour. Monsieur Monsieur Maurice Niati Mwamba, président de la Commission responsable de la mobilité de l'Union africaine, président de CITRAS et ancien ministre des Transports du Congo-Brazzaville. CITRAS, c'est Solidarité internationale sur les transports et la recherche en Afrique subsaharienne. Philippe Massé, chef de service à l'ADEME des programmes et partenariats internationaux. Et puis, à la toute dernière minute, je crois que c'était hier, Monsieur Carpentier, de Investment ENP. Vous êtes en charge des investissements, c'est ça, hein, je crois, votre rôle, parce que il est sur les slides, mais je ne l'ai pas mis à jour. Voilà, première question à Madame Diallo. Pardon. Bon, d'abord, je vais vous laisser réagir un peu sur ce que j'ai pu dire, et puis votre avis sur la façon dont les pays africains se mettent en ordre de marche sur la COP21. Merci beaucoup. Donc, ce que j'aimerais dire en premier, c'est qu'aujourd'hui, nous entendons développement durable, changement climatique, etc. Je regarde un peu ce qui se passe, on va dire, en Occident par rapport à ça depuis plusieurs années. Et je regarde mon pays et mon continent de manière générale. Sur le plan de l'environnement, nous sommes toujours au niveau de l'assainissement, lutte contre l'insalubrité, comment stocker les déchets qui finissent tous malheureusement dans le fleuve, pas de transformation, les villes sont polluées, les terres par les déchets plastiques, etc. Et sur le plan de l'énergie, on a 32% d'électrification qui coûte très cher et on utilise bien évidemment l'énergie fossile. Alors que le Mali, par exemple, est potentiellement l'un des pays qui pourrait produire le plus d'énergie solaire au monde avec 10 heures d'ensoleillement. Ça a été noté par la Banque africaine du développement dans son récent rapport sur l'Afrique et les énergies renouvelables. Donc, nous subissons les conséquences du changement climatique. Nous n'arrivons pas à assainir notre environnement. Nous continuons à le polluer d'une manière vraiment, on va dire, sans souci. Donc, ce que j'aimerais, c'est vraiment pour la COP, pour nos dirigeants, c'est vraiment de se mettre en état d'alerte parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas du tout alertes. Et ce n'est pas seulement eux, c'est aussi nous, la société civile, la population d'une manière générale. On ne peut plus attendre, il faut vraiment que chacun travaille à adopter des gestes écologiques, à avoir les bons réflexes, à se mettre en marche en fait. Et aussi, la COP sera l'occasion pour nos dirigeants de sortir de ce statut de victime. C'est vrai qu'on ne produit pas, on ne produit que 3% de gaz à effet de serre, mais on ne peut plus en fait rester dans la peau de la victime. Il va falloir qu'on devienne en fait des acteurs. Et donc, le Maroc et le Gabon ont contribué, c'est bien. Je pense que les autres aussi doivent suivre. Et je crois aussi que le continent doit se donner les moyens de contribuer, ne serait-ce qu'à l'échelle continentale. Parce que je pense aussi que nous n'allons pas continuer à attendre que les fonds soient débloqués par les pays, on va dire, pollueurs. Il va falloir qu'on s'y mette et, comme je l'ai dit, qu'on devienne des acteurs sur tous les plans. Et pour l'énergie, c'est une opportunité. Je vois ça plus en opportunité. Pourquoi? Parce que la population est grandissante, croissance démographique, on va dire, fulgurante et qui continue de croître. Population très jeune et les potentialités de production d'énergie renouvelable sont là. Et je pense que on en parlera plus tard. Mais vraiment, je vois ça comme une opportunité et de créer des emplois, etc. Et il faut vraiment qu'on s'y mette.
de manière urgente. Merci beaucoup. On passe à la parole à M. Diané. Je vais juste rajouter par rapport au constat de la consommation des pays du Nord vis-à-vis des pays du Sud, les comportements ont changé en Afrique. Aujourd'hui, on a des stratégies. Et vous voyez un peu le mouvement qui est en train de se créer. Et cette dynamique, elle est super importante. Et si elle peut être impulsée à COP21 de la part des contributeurs africains, on aura déjà fait un grand pas pour dérouler la feuille de route derrière. Monsieur Diané, votre perception de la situation des questions... Considérez-vous effectivement l'électrification du continent comme une priorité absolue? Comment percevez-vous les initiatives internationales, continentales et nationales en cours? Là, on parle un peu institutionnel large, on rentrera plus dans le détail après en mode projet. Je vous remercie de nous avoir invités à cette réunion. La question que vous posez, à mon avis, vous la posez pour la forme parce que, bien évidemment, l'énergie est une préoccupation fondamentale. Elle est absolument vitale pour le développement du continent. On ne peut pas faire de l'adduction d'eau sans énergie, on ne peut pas faire de l'hydraulique villageoise sans énergie, on ne peut pas faire de l'hydraulique urbaine sans énergie, on ne peut pas faire de la compétitivité économique sans des énergies vendues aux entreprises à des conditions intéressantes. L'énergie, c'est le sang de l'économie. Du coup, c'est une priorité absolue. Et dans mon pays, en l'occurrence le Sénégal, nous avons un objectif et il est simple. L'accès universel à l'énergie et à des conditions compétitives. Et pour ce faire, l'électrification rurale est un point extrêmement important. Comment faire en sorte que les populations rurales aient de l'énergie en quantité suffisante et en qualité. Pour y arriver, nous avons une stratégie qui laisse une large place au financement public et au financement privé. Dans le financement public, l'État met de l'argent sur son budget et cet argent est investi dans ce que nous appelons le programme national d'urgence d'électrification rurale. Pour le secteur privé, nous avons divisé le territoire en concessions et les concessions d'électrification rurale font l'objet d'appels d'offres pour les opérateurs que ça intéresse. Nous avons déjà attribué 6 concessions à des opérateurs comme l'Office national d'électricité du Maroc, comme EDF, comme la Société tunisienne d'électricité et tant d'autres. Bon, je reviendrai sur cette question-là parce que c'est des concessions qui laissent une large place à l'énergie solaire, mais nous avons des soucis parce que les tarifs sont relativement élevés par rapport aux tarifs que propose l'opérateur historique Sénélec. De fait, ça paraît être une contradiction. Donner de l'énergie aux populations rurales les plus vulnérables, mais à des coûts relativement élevés. Nous avons entrepris des réformes justement pour arranger ce problème. Et donc, je vais m'appesantir beaucoup sur cette exploitation rurale. C'est vraiment le point sur lequel nous travaillons beaucoup pour faire en sorte que les populations soient soulagées de ce fardeau. Et ça a un impact important sur le développement rural. Je reviendrai probablement au cours des questions qui seront posées tout à l'heure. Je vous remercie. Je complète juste une petite question. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus dans le cas du Sénégal, par exemple, sur la stratégie des bailleurs de fonds et notamment l'équilibre entre les transports, l'utilisation de l'hydroélectricité et donc
qui va générer des problématiques de transport, de transport depuis les centrales hydroélectriques qui ne sont pas forcément dans le pays, enfin, je parle sur l'ensemble du continent. Et effectivement, cette partie d'énergie sur du mix énergétique impliquant l'énergie non renouvelable. Je veux dire, quelle va être la position des bailleurs de fonds entre la question des subventions sur la question de la gouvernance, déjà, de ce qu'il y a à faire en matière de gouvernance pour préparer ce terrain, et de financement en assistance technique à ce sujet-là. Et d'autre part, la participation en matière de subventions sur des projets publics-privés et leur implication sur les questions de transport d'énergie. Comment vous voyez un peu leur rôle? Le rôle des bailleurs de fonds dans le secteur de l'énergie au Sénégal est extrêmement important. Je peux même dire que toute la réforme de l'énergie a été inspirée par les bailleurs de fonds, dans la mesure où il s'agissait de mettre en place un cadre législatif et réglementaire pour permettre une intervention accrue du secteur privé. Dans le domaine des concessions dont j'ai parlé tout à l'heure, la plupart des concessions ont été financées par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement aussi, et aussi la KfW. Et dans l'énergie en règle générale, le but était de diminuer les subventions et les compensations que l'État faisait au secteur, dans la mesure où on disait que oui, c'est des ressources qui peuvent être tellement utilisées et mieux utilisées dans des secteurs sociaux comme l'éducation, la santé, etc., etc. Mais il s'est avéré que les subventions n'ont pas disparu, bien au contraire, ils ont augmenté. Je vais donner un exemple très simple. Quand on fixe le revenu d'un opérateur, on le fixe sur des bases économiques. On lui garantit un taux de rendement. Sinon, l'investisseur privé, il ne venait pas. Et nous, le régulateur, par exemple, quand il calcule le revenu de Senelec, donc le tarif de l'opérateur, il le fixe à des prix par plafond partant de coûts économiques. Et vu que l'énergie que nous utilisons, le combustible, essentiellement du combustible fossile, vous avez, entre 2005 et 2011, on a eu un accroissement terrible du coût du combustible. Résultat, les tarifs étaient extrêmement élevés. Alors, tarifs très élevés, l'État ne peut pas vendre cette électricité aux populations qui commencent à râler, qui disent « Ah non, il n'est pas question de payer l'énergie à ce coût-là ». Du coup, l'État a été obligé de verser des compensations. Du coup, entre 2005 et 2011, si on fait le calcul, l'État du Sénégal a dû verser 550 milliards de francs CFA de compensation pour soutenir les prix. Et ce soutien des prix est allé juste aux consommateurs urbains pour environ 85%. Et les populations rurales dans l'affaire. Et quand on compare les tarifs des concessions financées par les bailleurs de fonds et les tarifs de l'opérateur sur Senelec, on a un coût moyen du kilowattheure à Senelec de 100 francs, 115 francs, ce qui est absolument effrayant et exorbitant. Dans les concessions, on va avoir quelquefois 300 francs, 400 francs le kilowattheure, qu'on veut donner à des populations qui sont démunies. Et alors là, et les bailleurs de fonds qui, aujourd'hui, quand on discute avec eux, ils sont bien obligés de nous dire, mais écoutez, ce n'est pas possible de vendre cette énergie à ces conditions-là. Du coup, on est en train de réfléchir sur une harmonisation des tarifs entre la ville et les campagnes, laquelle harmonisation va aligner le tarif des campagnes sur le tarif moyen de Senelec, de l'opérateur historique. Et ça renvoie à une sorte de révolution tarifaire. Ce n'est même plus une réforme, là. Ce n'est même plus une réforme. Parce que ça va renvoyer à la modification des grilles tarifaires de l'opérateur,
modifier les grilles tarifaires des concessions. Lesquelles grilles tarifaires ont été construites avec l'appui des bailleurs de fonds. Par exemple, on va dire, dans les concessions d'éducation rurale, on va tarifer service 1, service 2, service 3, des forfaits qu'on va demander aux gens, calculés selon leur capacité à payer, et un service 4 qui est facturé au compteur. Quand bien même c'est la capacité à payer, ils ont des tarifs exorbitants. Et et les bailleurs de fonds, récemment j'ai assisté à une audience avec les FMI, ils sont d'accord, ils disent non, c'est pas possible, il faut donc subventionner au moins ces populations rurales-là. Bon, voyez-vous, donc les relations avec les bailleurs de fonds, aussi bien dans l'électrification rurale que dans l'électrification conventionnelle d'ailleurs, posent des problèmes, mais des problèmes extrêmement importants. Je prends un exemple très simple, la production privée indépendante. On nous l'a annoncé comme la panacée. Je veux bien y croire. Mais quel est le résultat aujourd'hui? C'est une catastrophe, le résultat aujourd'hui. On nous a dit il faut l'État sort du secteur de l'énergie et les investissements seront assumés par le secteur privé. OK, très bien. On lance nos appels d'offres. Et je prends 3 exemples. Quand on prend par exemple le producteur privé indépendant contre GTI, le projet démarre, ça marche pendant 1 an. Au bout de la 2e année, se posent des problèmes juridiques entre l'opérateur et GTI. Sur l'interprétation du contrat sur un point qui, en principe, ne doit pas souffrir d'ambiguïté, c'était la force majeure, un cas de force majeure. Un cas de force majeure se définit par un événement imprévisible, machin. Vous comprenez, vous voyez le problème. Mais là, le cas de force majeure était situé dans la garantie que l'opérateur, GTI en l'occurrence, devait donner à la SAR, la société de raffinage. La garantie était insuffisante du simple fait que elle était assise sur des quantités et il s'est trouvé que le prix du combustible a augmenté. Donc la garantie était insuffisante pour permettre l'approvisionnement de l'opérateur. Du coup, l'opérateur dit, sans cas de force majeure, je n'approvisionne pas l'opérateur, pas d'électricité. Vaste sujet. Je prends un autre exemple. On va peut-être revenir. Juste un exemple. Allez-y, on va revenir avec M. Carpentier tout à l'heure sur ce sujet, je crois. On signe un contrat, on a un accord, production privée indépendante avec une société CES. En 3 ans, de 2010 à 2014, la société n'a pas pu mettre en place le projet. Résultat, 150 milliards de pertes sur l'opérateur. Quasiment 10 milliards tous les années. Résultat, l'État a versé des compensations à l'opérateur pour mitiger le surcoût. Combien par an? 10 milliards par an. Donc, dans une situation de crise, il est évident que la production privée indépendante n'est pas la panacée. Ça demande de la préparation, ça demande des études, de la planification pour que tout se passe pour le mieux, ce qui n'a pas été le cas. Vaste sujet, bien intéressant. Je vais passer la parole à... On va revenir avec M. Carpentier et vous-même tout à l'heure, et puis il y aura sûrement des questions. M. Nyatimamba, on va passer à la mobilité. Est-ce que vous pourriez nous faire un peu un état des lieux? Alors, c'est un vaste sujet, mais vous le connaissez tellement bien. Sur la problématique des déplacements urbains aujourd'hui, peut-être en catégorisant un peu les partailles de ville. Enfin, je vous laisse développer. Merci. Je pense que tout le monde sait très bien que le mouvement d'exode rural a aujourd'hui rempli les villes ou continue à remplir les villes. Et aujourd'hui, le fonctionnement des villes est lié à la manière dont elle est gérée.
Et parmi les questions critiques aujourd'hui, on peut citer celle de la mobilité urbaine, comment les gens se déplacent sur le continent, et dans la ville surtout, je veux dire. Et lorsque nous regardons donc le continent africain, avec ce que nous avons comme image traditionnelle, on a une espèce, n'est-ce pas, de situation où tout est à repenser, parce que beaucoup de dysfonctionnements ou de solutions peu coordonnées sont légion, notamment au niveau des villes où on a connu une dégradation de l'offre de transport classique avec des compagnies, sociétés de transport urbain, qui ont, dans les années 80, toutes disparu, à l'exception de la ville d'Abidjan où la Sotra est restée. Et la réponse a été l'apparition d'un secteur informel qui a apporté une réponse, c'est vrai, mais qui n'était pas tout à fait à la dimension de l'attente, n'est-ce pas, de la visibilité et des services attendus. Et donc les réponses qui sont arrivées n'ont pas été tout à fait satisfaisantes dans la mesure où il y a eu beaucoup de congestion, beaucoup de pollution, et quelque part, on a souvent pensé qu'il faut qu'on ait une réponse globale, coordonnée, qui permet d'assurer une meilleure circulation, un meilleur déplacement des citoyens dans la ville. Et je prends l'exemple de Dakar, qui est une ville sur laquelle on a travaillé depuis le milieu des années 90, où, à la suite, n'est-ce pas, du même phénomène, on a été amené avec les partenaires dans la Banque mondiale d'avoir un dialogue entre les pouvoirs publics, le secteur des opérateurs privés et bien sûr le partenaire, la banque, et donc l'État, le gouvernement plutôt, où a été mis en place un conseil exécutif de transport urbain qui a été un instrument technique en réponse à la volonté politique pour essayer d'accompagner cette réflexion dans le cadre d'une amélioration de l'offre de transport. Et je pense que l'exemple de cette étude qui a été faite donc, à Dakar a été un modèle qui a été suivi dans la mesure où une grande réflexion a été portée sur la réorganisation du secteur. Il fallait travailler avec les opérateurs à mener à limiter cette dissémination, atomisation d'opérateurs pour avoir des intervenants organisés afin que les efforts que le programme apportait soient visibles. Et on a aujourd'hui, par exemple, avec ce programme, lancé le renouvellement du parc, n'est-ce pas, de transport public. On a mis en place au Sénégal une chaîne de montage des bus qui permet aujourd'hui de renouveler le parc. On a de plus en plus de parcs plus spacieux avec des opérateurs qui répondent à des cahiers de charges. D'ailleurs, ils ont signé une charte qui permettait de fixer des obligations et des devoirs des parties. Et ceci a été aussi accompagné par des efforts des pouvoirs publics qui ont amélioré au cours des dernières années la voirie à travers des efforts de construction et réhabilitation qui font que cette démarche coordonnée de participation de l'ensemble des acteurs est une démarche que je crois qu'il faut pousser. En réalité, avec l'Union africaine de transport public, avec laquelle nous avons travaillé, la question était de dire nous devons absolument être d'accord que si nous devons améliorer la mobilité au niveau des villes, il faudra que tous les acteurs de la mobilité soient partie prenante du processus. Parce que nous ne pouvons pas le faire sans impliquer les opérateurs, sans impliquer la société civile, parce qu'il faut aussi que les citoyens puissent exprimer leur appréciation sur la qualité de service offert, mais aussi que l'État et les partenaires accompagnent ce processus à travers des cadres juridiques qui peuvent être mis en place. Et cette leçon donc, nous donne aujourd'hui la force de dire il faut que nous ayons un mécanisme, un cadre où la question de la mobilité urbaine est gérée de manière participative avec l'ensemble des acteurs, avec une autorité organisatrice d'une part, mais aussi le pouvoir public avec leurs obligations d'autre part, et une société civile aussi qui veille à l'équilibre des forces pour éviter effectivement qu'il y ait une espèce de déséquilibre dans la gestion de cette problématique.
parce qu'aujourd'hui, les villes vont continuer à croître et nous ne pouvons pas avoir ces villes qui vont continuer à avoir des services défaillants et ne pas garantir une ville où on sait aujourd'hui qu'elles sont, dans la plupart des cas, là où est produit les plus grandes richesses du pays, pour le moins qu'on puisse dire, de l'ordre au moins 50% des PIB des différents pays du continent sont faits au niveau des villes. Et donc, il faut que l'économie urbaine bénéficie d'une bonne mobilité des citoyens, des usagers, parce qu'ils participent à l'économie de la ville et donc à l'économie du pays. Donc, les grandes leçons qu'on tire de cette expérience de Dakar est donc celle de l'approche participative et une approche globale où nous prenons en compte l'ensemble des acteurs et l'ensemble des problèmes en partageant bien sûr les obligations des parties en présence. Merci. Monsieur Diané, je reviens un peu sur... Je voulais prendre un peu votre avis sur l'ingénierie maintenant, par rapport à ce que vous avez dit précédemment et ce qu'il y a devant nous. Comment vous voyez aujourd'hui se positionner l'ingénierie dans ces projets, dans l'amont de ces projets et dans l'aval? Qu'est-ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui qu'elle devrait faire? Qu'est-ce qui doit être remis en cause ou qu'est-ce qui doit être amélioré? Ça nous paraît être un acteur important, plus que jamais dans ce cas-là. Oui, vous me permettrez d'insister et de beaucoup insister sur l'ingénierie locale. La capacité des pays africains à identifier les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et après l'identification de ces problèmes, de réfléchir par eux-mêmes sur les solutions, lesquelles solutions doivent être traduites en programmes et projets. Donc, cette ingénierie locale, si on ne la développe pas, et si on met en place toujours des solutions toutes faites importées, ça pose des problèmes. Je donnerai un exemple tout simple. Bien souvent, les gens viennent avec des solutions. Les solutions ne sont pas toujours adaptées au terrain, à la sociologie de nos pays. De fait, pour que ce transfert de technologie, ce transfert de savoir-faire se fasse dans de bonnes conditions, il faut que des deux côtés, n'est-ce pas, on ait des échanges, que les solutions soient endogènes et non pas toujours exogènes. Vous m'avez permis d'insister sur l'aspect local de l'ingénierie. Il n'y a pas une science de pays sous-développés et une science de pays développés. Il n'y a pas une technologie de pays développés et des technologies de pays sous-développés, mais le point d'application de ces technologies est fondamentalement différent. Donc, il faut les remettre en perspective. Je vais donner un exemple très simple où l'ingénierie étrangère et l'ingénierie locale se sont donné la main pour apporter une solution à un problème, et un problème important, c'est la déforestation qui a sévi et qui sévit encore au Sénégal par l'utilisation du bois et du charbon de bois. Il a fallu mettre des programmes importants de butanisation, utiliser le gaz butane dans de plus en plus de gaz butane, ce qui a permis d'ailleurs de sauver 1 million d'hectares de forêt. Mais on a pu développer au Sénégal des techniques de cuisson nouvelles qu'on appelle foyer amélioré. Le foyer amélioré permet à la ménagère d'arriver au même résultat en utilisant 40% moins de bois et de charbon de bois. Je ne parle pas d'ingénierie compliquée, juste de la petite ingénierie qui se met en place pour permettre
de lever des contraintes et des contraintes qui ont des conséquences importantes. Qui ont des conséquences très, très importantes. Je m'arrêterai à cet exemple-là pour dire que le transfert de savoir-faire, la coopération entre les ingénieurs des pays développés et les ingénieurs de nos pays qui sont très près des problèmes peut fournir des solutions pas très coûteuses avec un impact maximal. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Nyatimamba, sur la mobilité urbaine, on sent qu'on a un problème d'urgence du fait de la congestion, peut-être plus de la congestion que des émissions, même s'il existe. Et d'un autre côté, on sent qu'on a un besoin de planification à long terme, et on est aussi convaincu que les villes se structureront d'abord parce que la mobilité urbaine est structurée. C'est-à-dire que c'est un facteur de structuration des villes indiscutable. Comment on va pouvoir gérer cette urgence ? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout simplement impossible dans certaines villes d'aller d'un point à un autre, on met 3 heures. Et ça a un impact direct sur le développement et sur l'emploi même. Et en parallèle, travailler sur une approche beaucoup plus long terme, où on va pouvoir peut-être penser mode doux, et après je prendrai votre avis sur les modes doux. On a le premier tram en Éthiopie, je crois, qui sort de l'Afrique subsaharienne. On commence, nous, à avoir pas mal de projets de transport urbain qui commencent à tourner en Afrique de l'Est, notamment. Oui, en Afrique de l'Ouest aussi, en Afrique centrale, bien sûr. Ça nous paraît beaucoup plus lointain. La rentabilité économique nous semble être aussi beaucoup plus compliquée encore à démontrer en mode mixte public-privé que sur d'autres modèles. Voilà. Alors, le problème, je pense, qui est surtout à éviter, c'est avoir des réponses, j'allais dire, hâtives par rapport à cette problématique de mobilité urbaine lorsqu'on doit vraiment avoir à rechercher des solutions durables. Si nous venons un peu comme des ambulances, nous allons simplement apporter des solutions placebo et nous allons continuer à évoluer de problème en problème. C'est pour ça qu'il est peut-être recommandable ou à recommander que nous puissions avoir une approche systémique, globale, pour que dans la recherche des solutions, nous voyons toutes les questions liées aussi bien à la structuration des villes qu'à la mise en place des infrastructures qui conviennent et aussi à apprécier un peu comment la ville est organisée, parce qu'aujourd'hui, il est aussi important que ces villes aient quelque part un plan directeur, comment la ville va évoluer pour que les efforts que nous apporterons puissent correspondre à des réponses qui vont effectivement correspondre aux problèmes qui se posent et qui se poseront et qu'on peut accompagner durablement. Et c'est là qu'il est important d'avoir vraiment au niveau, n'est-ce pas, de la gestion urbaine, des compétences nécessaires pour que les solutions correspondent aux problèmes concrets qui sont posés. Comme disait mon collègue, il est très vite abordé qu'on aille copier une solution d'un point A pour le plaquer parce qu'on veut à la fois épater, on a des échéances politiques, on a besoin, n'est-ce pas, de montrer. Mais ce qu'on a parfois à la fin, c'est qu'on a des projets qui sont inadaptés et qui sont inefficaces. Et comme vous parlez de rentabilité, nous sommes ensuite tous comptables, n'est-ce pas, de l'échec. Et naturellement, on met en cause à la fois la capacité de l'ingénierie qui est intervenue et effectivement des solutions qu'on peut apporter. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il est bon que la réflexion se fasse de manière méthodique, systémique, globale, pour que nous puissions avoir une idée sur la réponse spatiale qui va être apportée dans la ville, pour que les personnes qui vont habiter cette ville soient tout à fait organisées de telle sorte que le système de déplacement qui va leur apporter corresponde effectivement à l'organisation de l'espace auquel on est confronté.
Et là, je pense que les solutions, que ce soit les modes doux, que ce soit enfin les systèmes, tout à l'heure on parlait d'Addis Abeba, qui est une ville quand même qui est de l'ordre de 7 millions d'habitants. Vous voyez bien que la réponse à Addis Abeba n'est pas la même que, par exemple, à Brazzaville, où on a 1 million d'habitants. Donc, si on apporte les mêmes solutions, nous allons avoir des problèmes différents parce qu'il y a un qui pourra peut-être, dans une manière tout à fait de bonne gestion, recouvrer, entrer dans les ressources investies, et l'autre où nous serons obligés d'avoir besoin de subventions. Et je pense à ne pas continuer de cette manière parce que, quelque part, il s'agira, surtout si c'est donné à un privé, qu'il puisse rentrer, n'est-ce pas, dans les coûts, aussi bien qu'il aura contribué dans le cadre, par exemple, d'un PPP, et effectivement aussi les coûts d'opération, n'est-ce pas, du système qu'il aura en charge. Donc, je pense qu'il y a là la nécessité d'avoir une ingénierie qui accompagne les problèmes qui sont posés parce qu'il faudra que nous puissions avoir des solutions adaptées. De même aussi, comme nous pouvons le constater, il y a besoin sur le continent que nous impliquions aussi l'ingénierie locale parce qu'il y a beaucoup de faits sociaux, de faits culturels qu'il faut prendre en compte pour éviter qu'on ait des solutions qui soient ou trop en avance ou de type enfin, qui pourrait discriminer parce qu'on penserait qu'en Afrique, on va apporter les solutions les plus basiques avec des tricycles, avec... Je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir à la fois l'ambition, mais aussi la raison et le bon sens d'avoir une démarche qui permet de mettre le continent sur la voie de développement. J'ai amené 2 images sur lesquelles je voulais bien que vous puissiez les présenter, parce que l'image qu'on a du continent, c'est de tout le désespoir qu'on avait. Et nous pensons que cette image, pour nous, elle est terminée et elle doit être achevée, même si, ça et là, on a encore les derniers soubresauts des pays ou des régions où on n'a pas compris que la dynamique a changé, que nous sommes dans un monde globalisé. Et aujourd'hui, nous voulons cette image, la deuxième, d'une Afrique qui se réveille. Et ça, ce sont 2 couvertures d'économistes qui ont été publiées en l'espace de 10 ans, où nous avons une espèce de désespoir sur un continent où il y a tout à fait rien à faire. Et aujourd'hui, tout le monde est convaincu que sur le continent, il y a un réservoir de prospérité, un réservoir de développement sur lequel on doit s'appuyer. Et les solutions aujourd'hui, qu'il s'agisse, n'est-ce pas, sur les questions de l'énergie, de développement durable ou même de la mobilité, l'Afrique aujourd'hui doit correspondre, n'est-ce pas, à cette vision positive que nous voulons donner au continent, notamment au niveau de l'Union africaine, où nous travaillons sur une ambition d'une Afrique de 2063, où on va vraiment avoir plus de lumière sur le continent. Voilà un peu l'image que nous voulons passer. Merci beaucoup. Je passe très rapidement la parole à M. Diané avant de passer à Mme Diallo. Vous voulez dire un petit quelque chose? On va accélérer un peu. Ouais, je voudrais insister sur un point. Et le point est le point suivant. L'énergie, la gestion du développement urbain, le développement durable en Afrique, tout se tient. Si vous voulez planifier la gestion du développement urbain, il faut travailler, à mon avis, en amont, fixer les populations rurales dans leur territoire. Couper la route à l'exode rural. Et pour ce faire, il faut que dans les villages, il y ait des services énergétiques modernes. Il faut que l'école fonctionne dans les villages. Il faut que les centres de santé fonctionnent dans les villages. Il faut qu'il y ait de l'hydraulique rurale qui soit efficace. Restructurer une ville est extrêmement coûteuse. Donc, il vaut mieux travailler en amont, faire en sorte que les populations aient intérêt à rester dans les campagnes. Ce qui va permettre un développement économique dans ces régions abandonnées, ça me paraît extrêmement important, cela.
Je voudrais aussi dire une chose qui me paraît importante, c'est la bombe démographique. Une ville comme Dakar, par exemple, que vous avez citée, en 1970, il y avait 500 000 habitants. Aujourd'hui, Dakar fait 3 millions d'habitants. On avait des plans directeurs d'urbanisme, mais les gens n'ont pas attendu. Il y a eu de l'habitat spontané. Aujourd'hui, à Dakar, vous n'avez plus de plage, par exemple, disponible. Et donc, je veux dire que l'urbanisation accélérée est un problème de développement durable et un problème éminent de développement durable. Du coup, il me paraît extrêmement stratégique d'intervenir en amont. C'est ce que je voulais dire sur la question du développement urbain. Merci beaucoup pour l'intervention. Madame Diallo, la question de risque-opportunité, vous avez répondu tout à l'heure, mais je vous laisse répondre ici. Une autre question, c'est société civile et ingénierie. Parce qu'on travaille de plus en plus sur les aspects sociétaux avec la société civile et les ONG. Elles ont un rôle très important et de contact direct avec le terrain. Donc, je vous laisse réagir là-dessus. Merci. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu des intervenants précédents. Je pense qu'il n'y a pas... L'ingénierie, c'est l'ingénierie. La technologie, c'est la technologie. Et voilà, on ne va pas réinventer quelque chose de spécifique pour notre continent. On a besoin des ingénieurs, on a besoin des écoles, on a besoin de techniciens aussi. Parce qu'une fois qu'on va mettre en place tous ces nouveaux, l'énergie solaire ou les nouveaux moyens de transport, etc., qui va faire la maintenance? Alors que nous avons la jeunesse qui est là, qui ne travaille pas. Et voilà, donc on a vraiment besoin des sociétés qu'elles viennent dans nos pays faire les études de marché avec nous. Et justement, la société civile peut servir à donner en fait la sensibilité, à donner le contexte. Mais comme je l'ai dit, c'est aussi une question de vision. Parfois, on peut faire un projet qui va peut-être pas forcément plaire à la population, mais c'est dans une vision. Parce qu'on veut avoir des villes modernes, parce que quand on va au Maroc, quand on vient du Mali, on est complètement sous le charme. Et c'est à 3000 km de chez moi. Et je ne vois pas, potentiellement, on a plus de ressources. Donc, ça ne s'explique pas. Et en termes de production de solaire, comme je vous l'ai dit, tous ces pays-là peuvent potentiellement en produire. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Donc, que les ingénieurs viennent. Qu'ils viennent justement, par exemple, nous, on a une école, l'École nationale d'ingénieurs. Je sais que dans le temps, elle était à un meilleur niveau. Mais par exemple, soutenir cette école, favoriser des échanges d'étudiants, d'ingénieurs, etc. Et aussi des centres de formation. Et au niveau des villages, par exemple. Si on veut leur vendre de l'énergie fournie comme ils l'ont fait, et c'est très, très cher, dans un village aujourd'hui, quand je prends plusieurs villages, la plupart des villages au Mali, parce que le Mali, c'est 1 240 000 km². C'est très vaste, désertique, et le désert avance, etc. Et qu'est-ce qu'il leur faut avant tout? L'eau. Vous imaginez qu'ils n'ont même pas d'eau potable. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Des puits. Des puits, ils se baissent pour tirer l'eau sur je ne sais pas combien de mètres. Et quand on arrive à la période de chaleur, eh ben, les puits tarissent. Et donc, les femmes, tout le monde doit se déplacer plus loin, etc. Donc, si on prend la plupart des villages, premier besoin fondamental, avoir ne serait-ce qu'une pompe. Et ça fonctionne avec juste un peu une plaque solaire. Ça ne demande pas trop de moyens ni rien. Donc, je pense que, en fait, ce que j'aimerais dire par rapport à ce que j'ai entendu, c'est pas que nos besoins ne sont pas pris en compte ou que ce que nous voyons ailleurs est en décalage. En fait, nous brûlons les étapes. En fait, nous devons y aller par étapes. Déjà, premier besoin fondamental, si on arrive déjà à faire en sorte, vous imaginez, un village, ne serait-ce qu'une pompe, au moins qu'on sache que toute l'année, ils ont accès à de l'eau potable. Avec ça, ça va réduire le temps de recherche d'eau, les filles pourront aller à l'école, etc. Le centre de santé sans eau, qu'est-ce que vous voulez faire?
Après, l'étape suivante, essayer d'électrifier ce village avec d'autres qui sont à côté. C'est-à-dire, il faut qu'on y aille par étapes. Mais je ne pense pas qu'il y ait en fait un décalage ou un déphasage. Il va falloir qu'on se mette dans une vision qu'on veut développer nos régions, qu'on veut développer nos villes. Et parlons des villes, en réalité, il n'y a même pas de plan d'urbanisation. Vous voulez parler de la mobilité et des transports, je veux bien, mais est-ce qu'à la base, déjà, les villes, il y a un plan? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de parc, il n'y a rien. Les marigots sont construits, les cours d'eau sont construits, et là, on veut parler de durable. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, c'est la même chose, c'est la vision. Je veux développer mon pays, le mettre sur la voie du durable, et la base de tout ça, ce sera la gouvernance. Et ça, personne ne va le faire à notre place. Ça, c'est au niveau de nous-mêmes. Comment améliorer la gouvernance? Comment développer cette vision et aller par étapes jusqu'au développement. Et franchement, les ingénieurs sont les bienvenus. Ils peuvent vraiment nous aider. Qu'ils viennent. Dans la plupart de nos pays, au Sénégal, il y a l'APIX, au Mali, il y a l'API. Il y a vraiment beaucoup d'efforts par rapport au climat des affaires, par rapport aux investisseurs, etc. Tout n'est pas réglé, mais franchement, ce qui est important, c'est que le potentiel est là et la demande est là. Donc, je crois que ça peut marcher. Merci beaucoup. Monsieur Massé, je vous laisse témoigner avec peut-être un petit sujet sur efficacité énergétique, optimisation, parce qu'on n'a pas dû parler. Il nous reste 5 minutes chacun à peu près avec Monsieur Carpentier, et puis après on passe aux questions-réponses. Alors moi je serais d'accord avec Madame Diallo sur effectivement la vision, l'ambition, et en même temps, quand on regarde l'ensemble des problèmes qui viennent d'être exposés, il faut être modeste et surtout pragmatique. C'est-à-dire apporter des solutions à la hauteur de ce qui peut être ingéré et dans une perspective effectivement de développement et d'accroissement de l'offre de services au niveau de ces différents pays. D'où le problème de gouvernance, effectivement, comme ça a été posé. Or, nous, à l'ADEME, on a une coopération, effectivement, avec un certain nombre de pays subsahariens. On a surtout œuvré avec l'Union des pays de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et son centre sur l'efficacité énergétique, les CRE, pour essayer de voir avec eux, de les aider à constituer une approche de l'efficacité énergétique dans leurs différents territoires, d'un point de vue de, entre guillemets, politique publique. C'est-à-dire d'essayer de mettre sur une voie, une vision, comme disait Mme Diallo tout à l'heure, les différents pays sur cette problématique d'efficacité énergétique qui va beaucoup plus loin que simplement la consommation d'énergie dans les bâtiments, mais qui touche également les transports, qui touche l'aménagement urbain, qui touche les déchets quand on veut les valoriser de manière énergétique. Ce travail que nous avons effectué avec la CEDEAO nous a conduit à effectivement comprendre qu'il faut accepter un pas de temps différent entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et on n'a pas le même timing, on n'a pas les mêmes exigences et on n'a pas le même sens de la négociation. Donc il faut aussi avoir un temps d'adaptation quand on approche en termes de partenariat pour éviter de choquer et pour s'acculturer effectivement aux besoins véritables de ces différents pays. Ça, c'est une chose qu'on a appris, je dirais, sur le tas et que l'on essaye d'entretenir au fur et à mesure de nos coopérations et notamment en suivant un certain nombre de coopérations décentralisées. Et à ce titre, je voulais reprendre l'exemple de Dakar, mais de la région de Dakar, parce qu'on a accompagné une action qui s'appelle le PCTI, le plan climat de Dakar, à partir d'une coopération décentralisée avec l'Île-de-France, avec la région Île-de-France. Et on a vu, en mettant en place cette structuration de ce plan d'action, on a vu effectivement apparaître
ce que disaient nos intervenants précédents, c'est-à-dire les spécificités, les particularités de l'ensemble de ces pays qu'il faut prendre en compte pour ne pas plaquer des solutions toutes faites et pour avoir une vision de long moyen terme avec des solutions complètement adaptées aux besoins et potentiellement des solutions qui ne sont pas très innovantes en termes de technologie, mais qui sont très pragmatiques en termes d'approche pour répondre véritablement aux besoins initiaux et ensuite mettre ça sur une rampe de lancement vers un développement futur. Et puis, dans nos différentes coopérations, on a également une coopération forte avec le Maroc. Le Maroc a été cité tout à l'heure. Le Maroc est pour nous aussi une porte d'entrée parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs subsahariens, enfin des pays africains subsahariens qui viennent se former au Maroc. Et je pense que comme le Maroc a eu la capacité de mettre en place des plateformes de formation dans différents domaines, que ce soit la construction, l'énergie, les transports, ça peut être aussi un lieu où justement on accompagne les pays subsahariens dans une formation de personnes de haut niveau en matière d'ingénierie et qui pourront demain être comment dirais-je, autonomes, entre guillemets, dans l'ensemble de la définition des solutions qu'il faut apporter à leur pays, en ayant une formation supérieure digne de ce nom. Et donc on pourrait éventuellement penser que des partenariats puissent exister entre des pays du Sud avec les pays du Sud, le Maroc avec des pays subsahariens, accompagnés par des pays du Nord, sur, par exemple, des programmes de formation ou des programmes d'écoles d'ingénieurs ou ce genre de choses, pour essayer d'enrichir ce qui existe déjà dans les pays africains, tous ces ingénieurs qui sont formés dans les différentes écoles. Et puis, je voulais terminer mon propos sur... Bon, vous savez tous qu'en décembre, il y a la COP 21. La COP 21, cette année, a une dimension très particulière parce que l'ensemble des États ont voulu mettre en exergue les solutions qui venaient des territoires. C'est ce qu'on appelle l'agenda des solutions, c'est ce qu'on appelle le Lima Paris Action Plan, enfin, il y a différents noms. Mais néanmoins, c'est mettre en exergue ce qui se passe dans les différents territoires et qui concourt au fait d'économiser des émissions de gaz à effet de serre. Et là, tout le monde est égal, si j'ose dire. Les pays africains, les pays du Nord, les pays du Sud, tout le monde peut apporter sa contribution avec ce qu'ils font dans les différents territoires. Monsieur Diané parlait tout à l'heure des fours à cuisson améliorés. Voilà, on gagne 40% sur le charbon de bois. Ça contribue au fait de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas une technologie hyper innovante, mais ça contribue. C'est une solution. Donc, il y a dans les pays africains aujourd'hui des solutions qui sont mises en place avec de l'ingénierie africaine associée à de l'ingénierie française ou étrangère, qui fonctionnent et qui apportent des solutions à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut les mettre en avant. Dans les contributions également des pays qui ont été demandées là pour le mois d'octobre, c'est quelque chose d'essentiel également en termes de négociation au niveau de cette COP21. C'est-à-dire qu'on demande aux pays de se dire dans quelle mesure vous pouvez vous engager et à quel niveau. Ça permettra d'avoir derrière un socle de négociation beaucoup plus partagé qu'auparavant, où ça venait d'en haut, en disant il faut avoir les 2 degrés et pas plus, donc faisons. Là, au contraire, ce sont les pays qui disent nous, on voudrait faire ça. Voilà, on est en capacité de faire ça. Donc, vous voyez la possibilité d'avoir un socle commun de négociation qui va permettre d'avancer. Et là, je dirais que les pays subsahariens ont tout leur mot à dire dans
cette négociation pour apporter leur vision, je rejoins ce que vous disiez, sur comment influer à partir d'un développement sur les émissions de gaz à effet de serre. Et dernière chose que je voulais vous mentionner également, là je rejoins toute la problématique urbaine, il existe aujourd'hui une convention des maires au niveau européen, une convention des maires qui permet à des villes européennes de s'engager au-delà des objectifs de l'Union européenne en matière de réduction de gaz à effet de serre, en matière d'efficacité énergétique et en matière d'utilisation d'énergie renouvelable. L'Union européenne, la Commission européenne a voulu élargir cette convention des maires en essayant de l'internationaliser. Et le 19-20 octobre prochain va se tenir à Dakar une conférence sous l'égide de la DEFCO, donc de la Direction générale du développement de la Commission, qui est le fait d'élargir la Convention des maires à une convention globale au niveau international, en y additionnant non seulement l'aspect réduction, c'est-à-dire réduire les émissions et avoir des énergies renouvelables et réduire la consommation d'énergie, mais également la dimension accès à l'énergie. Et ça, c'est extrêmement important. On parlait des points d'eau tout à l'heure, on parlait de l'éclairage dans les villages ruraux. L'accès à l'énergie est une dimension indispensable au développement des pays subsahariens pour éviter effectivement l'exode rural, pour concevoir des activités économiques dans les villages et faire en sorte que ces populations aient accès à des services de santé, d'éducation, etc. Cette convention des maires globalisée sera sans doute un élément fort pour permettre à des pays africains et à des villes africaines de montrer l'exemple sur un certain nombre de sujets touchant à l'énergie et touchant aux émissions de gaz à effet de serre dans leur développement. Non pas dans le fait de limiter le développement, mais d'avoir un développement respectueux du climat, avec des solutions qui seront des solutions imaginées dans les propres territoires africains et non pas des solutions plaquées par le nord vers le sud. Dernière chose en termes d'ingénierie. Un petit peu parce qu'on essaie de garder 20 minutes pour les. Je vais être très court, 2 minutes. Sur l'ingénierie, je pense que l'ingénierie française a tout intérêt à collaborer avec l'ingénierie africaine, notamment sur la dimension formation et la dimension amont. On parlait beaucoup tout à l'heure de la connaissance de schémas directeurs ou de ce genre de choses pour essayer de voir un développement urbain adapté aux besoins. Je pense que là, il y a un travail extrêmement fort à faire de collaboration entre l'ingénierie française et l'ingénierie africaine sur le plan de renforcement de capacités et ensuite d'apport de solutions adaptées. C'est-à-dire d'avoir des méthodologies, de développer des méthodologies adaptées au contexte africain et qui, derrière, ouvriraient la voie à une coopération beaucoup plus étendue en aval sur de la coopération, par exemple sur des équipements ou de la maintenance ou des infrastructures ou ce genre de choses. Mais le travail amont d'une coopération ingénierie française, ingénierie africaine me semble essentiel. Voilà, j'en termine. Monsieur Carpentier, je vous laisse vous présenter et réagir. Je pense que la question va de soi, il y a de la matière. On a 5 petites minutes pour laisser la place aux questions. Je suis désolé. C'est toujours. Si vous voulez. Vous m'avez proposé un petit peu en dernière minute d'intervenir pour donner un point de vue de financier, si j'ai bien compris. Je comprends mieux pourquoi, puisque la question qui est posée, où il y a une sorte de plaidoyer à la salle aujourd'hui, si je comprends bien, sur c'est une opportunité aujourd'hui de regarder le continent africain et les enjeux énergie, transport que je connais moins, enfin mobilité je connais moins, mais énergie et climat sont une opportunité. Alors évidemment, en nous invitant IEP à intervenir, je vous en remercie, en invitant un investisseur qui depuis 15 ans est présent en Afrique, qui investit durablement. Je ne peux que cautionner cette vision d'opportunité évidente. Nous, ça fait 15 ans qu'on investit avec enthousiasme et réussite en Afrique. On connaît bien et on a beaucoup de réussite. Et depuis peu, on s'intéresse plus particulièrement à la problématique énergétique.
en travaillant en collaboration avec les étroites, enfin, à l'écoute des États qui gardent la main là-dessus, mais en travaillant sur l'opportunité qui s'ouvre aujourd'hui pour des producteurs d'électricité indépendants, vous citiez tout à l'heure, et qui ont besoin de partenaires financiers pour aller au bout de la réalisation de ces projets, qui permettent quoi? Qui permettent finalement d'installer des unités de production de quelques mégawatts à quelques dizaines de mégawatts en décentralisé principalement. Donc on est dans certains cas sur l'électrification rurale, mais plus généralement sur des villes secondaires africaines, et elles sont de plus en plus importantes. Et la bonne nouvelle, c'est que les solutions, donc un champ s'ouvre pour de la production privée, pour des producteurs privés. Ça, c'est les États qui pilotent ça, mais je pense que la plupart des États africains aujourd'hui mettent en place un cadre de PPP pour ça. Et la bonne nouvelle, c'est que la plupart du temps, les solutions sont des solutions en renouvelable. Et que nous, d'ailleurs, on s'intéresse uniquement à des solutions qui sont sur du renouvelable. Il y a un potentiel hydroélectrique aujourd'hui dans beaucoup de pays africains qui est sous-exploité. Il y a un potentiel solaire, évidemment, inutile de le développer. Et même en éolien, finalement, il y a des choses passionnantes à faire aujourd'hui en Afrique. Donc on voit arriver... on va s'ouvrir un champ complètement nouveau et gigantesque d'opportunités pour des opérateurs. Alors malheureusement, et on est le premier à le regretter, principalement du Nord. Alors je pense que ça sera durablement comme ça, parce que malgré tout, les solutions technologiques sont principalement aujourd'hui, les expériences, les entreprises, les sociétés qui ont de l'expérience sont principalement déployées au Nord. Donc aujourd'hui, viennent les déployer sur l'Afrique. Mais il y a un peu d'ingénierie africaine quand même qui se déploie derrière. Un cadre légal qui s'ouvre, des solutions technologiques en renouvelable qui sont tout à fait performantes, et des modèles économiques qui tiennent la route. Puisque nous, on investit uniquement, on est un investisseur privé, on investit avec des objectifs de retour sur investissement qui sont pas délirants, mais enfin tout de même, il faut qu'on arrive à rester sur des objectifs de rentabilité qui nous permettent de lever des fonds et d'attirer des investisseurs. Aujourd'hui, le fonds dont je vous parle fait une centaine de millions d'euros, donc on va faire une 10 ou une quinzaine d'opérations, c'est rien à l'échelle du continent. Mais ce qu'on espère aussi, c'est d'ouvrir la voie, d'intéresser d'autres investisseurs, de lever d'autres fonds derrière, pour à terme installer des dizaines, des centaines de mégawatts en renouvelable en Afrique, mais pas à coup de grosses unités qui vont faire chacune 100 mégawatts. D'autres le font et ça marche très bien, et c'est probablement nécessaire pour des grandes villes et les grandes capitales évidemment africaines, mais à coup de petites unités de quelques, je vous disais, mégawatts ou quelques dizaines de mégawatts en Afrique, avec des choses, malgré tout, pour aller dans le sens de ce que disaient certains des intervenants, qui sont adaptés, où on bénéficie aussi des spécificités africaines. Je parlerai notamment des projets biomasse sur lesquels on travaille. Il y a aussi un potentiel de biomasse énorme lié aux particularités de l'agriculture ou des productions locales africaines. Voilà, 2 minutes, ça vous va? Peut-être laisser... on va laisser la salle. Vite, faire 2 minutes, je fais vite. Il nous reste un petit quart d'heure, hein, c'est ça, pour les questions-réponses. À vous. Qui c'est qui passe le micro? Alors oui. Je voudrais d'abord me présenter. Je suis Sylvain Huchers, directeur exécutif de l'Association africaine de l'eau. Et je voudrais remercier tous les panélistes ici pour avoir émis des idées très intéressantes. Mais ma préoccupation est au niveau des transports et au niveau des gaz à effet de serre qui sont émis surtout par les véhicules qui circulent dans nos capitales. Alors je m'adresse à Monsieur le ministre pour demander un peu si c'est Citras, je crois, votre organisation, si on se penche aussi sur ce problème, surtout avec aujourd'hui, bien sûr, la COP21 qui va démarrer, mais aussi les problèmes de gaz carbonique qui sont émis par nos véhicules, que ce soit à Abidjan, à Lomé, à Dakar. Les véhicules qui circulent sont des véhicules qui datent quelquefois, on les appelle souvent chez nous les France au revoir, c'est-à-dire les véhicules qui viennent d'Europe, mais qui ne subissent pas les contrôles nécessaires, même si dans nos différents pays, il y a les visites techniques qu'il faut faire pour les véhicules.
il faudrait, je pense, que l'organisation que vous dirigez puisse se pencher sur ce problème. Et je crois que ça ferait partie des apports que les gouvernements pourraient faire dans le cadre justement de la réduction de ces gaz à effet de serre. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là pour les réductions de ces gaz? Merci. Merci, monsieur l'intervenant. Je pense que la question n'est même plus au niveau de Citras. Nous avons eu en novembre 2011 à prendre une décision africaine sur la question, et c'était un des piliers sur ce qu'on a appelé la décennie 2011-2020 de la sécurité routière, et autour de laquelle la question des véhicules sûrs et propres était retenue. Et sur ce pilier, effectivement, tous les pays se sont engagés à exécuter un certain nombre de mesures. Nous avons eu au mois de juin une évaluation à mi-parcours, une revue à mi-parcours. On a à peu près 30% des pays qui ont plus ou moins vraiment engagé des réformes au niveau du pays. Vous savez très bien que beaucoup de pays ont pris des mesures sur la limitation de l'âge des véhicules importés. Et vous savez aussi très bien que tout le problème n'est pas au texte, mais à l'application du texte. Et vous savez que malgré ces jolis textes qui ont été pris, les véhicules qui ont plus de 5 ans ou plus de 7 ans continuent à traverser allègrement nos ports. Et que voulez-vous que nous puissions faire? Même au niveau de l'Union africaine, en tant qu'organe politique, nous avons une déclaration, un plan d'action, nous avons des décisions qui ont été prises, mais la mise en œuvre étant nationale, et qu'à ce niveau, nous ne voyons pas, n'est-ce pas, les effets, eh bien, sans compter que ce n'est pas des mesures harmonisées. Il y a des pays qui ont 5 ans, 7 ans, 8 ans, et il suffit de le faire rentrer par le Mali, il va arriver à Dakar, et c'est un véhicule malien. Vous ne pouvez rien faire. Et voyez comment, derrière tout cela, on a besoin aussi des mesures ou des décisions coordonnées de manière à ce que tous ensemble, nous puissions aller vers cette protection de l'environnement. Et aussi, il n'y a pas que la question de le fait de ça, mais aussi la dangerosité en termes de sécurité. Tous ces véhicules qui sont âgés, ils n'ont pas tous les organes, comment dirais-je, en bon état, et ils sont tout à fait des instruments qui apportent la mort au gré, n'est-ce pas, d'un virage mal abordé ou un mauvais comportement de chauffeur. Je pense qu'il y a, c'est vrai, ce que nous prenons comme mesure, mais le plus important, c'est comment nous mettons en exécution les décisions que nous avons prises. Voilà un peu où se trouve le problème. Est-ce que je peux vous demander de faire des questions courtes? On fera aussi des réponses courtes pour essayer de répondre à un maximum de questions. Merci. Il nous reste 10 minutes, je crois. Oui, bonjour. Allez-y, je t'en prie. Oui, bonjour. Je me présente. Je suis Étienne Colon Alain. Je suis le directeur d'un bureau d'ingénierie en Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'ai une expérience professionnelle de 30 ans, dont 27 ans dans le secteur électrique ivoirien, où j'ai occupé la fonction de directeur général adjoint de la Compagnie nationale d'électricité pendant 7 ans, de 1999 à 2005, et 7 ans donc d'ingénierie. Voilà. Je voudrais faire un commentaire, quelques petites questions. La première à M. Diagne, qui est donc le régulateur du secteur électrique au Sénégal. Bon, il a parlé des producteurs indépendants. Je peux dire que l'avenir justement de l'Afrique est aussi au niveau des producteurs indépendants d'électricité. En Côte d'Ivoire, nous avons 2 producteurs indépendants d'électricité depuis 1994 et qui produisent à eux deux plus de 70% de la consommation d'énergie électrique en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que ça marche, que c'est un partenariat public-privé qui marche très bien. Et que, bon, pour cela, il faut quand même que le secteur électrique soit vraiment assaini et bien structuré. Et surtout, il faut pouvoir monter des projets bien structurés et surtout bancables. À partir de ce moment-là, d'un partenariat public-privé, on peut facilement le faire. Et je donnerai comme exemple, mon exemple personnel.
puisque je suis également le promoteur du premier projet de production indépendante d'électricité, ou d'hydroélectricité, avec un barrage hydroélectrique pour lequel j'ai signé une convention de concession avec l'État de Côte d'Ivoire de 35 ans en BOT. Et je vous dis que l'État également a donné pas mal d'opportunités à la production indépendante au niveau donc, de barrages hydroélectriques. Mon projet, c'est le projet de barrage hydroélectrique de Saint-Grobois-Awati, 44 MW, pour lequel j'ai cette convention avec l'État. Et je suis actuellement dans la phase de closing financier du projet. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour dire, par rapport à ce qu'il a dit, c'est intéressant, justement, puisqu'on a d'autres projets à faire et je pense qu'il serait bon qu'on puisse se voir. Donc, il faut dire que la production indépendante est importante. Merci. Et qu'au niveau de l'ingénierie, justement, je dirais que l'ingénierie est universelle, que ce soit en Afrique ou en Europe. Et je pense qu'on devrait faire beaucoup appel, justement, aux ingénieurs de nos différents pays, justement, évidemment, dans un esprit de coopération avec les ingénieurs du Nord, parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et comment aussi faire appel à la diaspora, puisque je voyage beaucoup, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, il y a énormément de gens qui ont des connaissances et qui ne demandent qu'à rentrer pour travailler. Bien. Concernant le transport, monsieur le ministre... Est-ce que vous pouvez accélérer parce qu'il y en a 2-3 questions encore, s'il vous plaît. Le transport, je pense qu'au niveau des villes, il faut qu'on fasse le bon, comme on l'a fait au niveau du téléphone cellulaire. C'est vrai, il y a des méthodes classiques, mais il faut très vite aller. Et à Abidjan, qui est une ville de 6 millions d'habitants, sur 24 millions de la population, l'État a pris la décision récemment d'aller vers un train urbain, un métro. Donc, pour vous dire que les solutions existent, il faut donc les étudier et aller. Et je pense qu'un bémol qu'il y a en Afrique, c'est qu'on ne donne pas assez d'importance aux études et à l'ingénierie, ce qui est fondamental. Merci. Il faut mettre l'accent dessus, parce que c'est à partir de là qu'on pourra monter des dossiers pour les présenter aux bailleurs de fonds et pouvoir financer ces différents projets. Voilà ce que je voulais dire comme commentaire. Et justement, j'invite toute l'assistance à venir en Côte d'Ivoire et vous verrez que là, on a pas mal de projets. Merci. Merci, monsieur. Je crois qu'il y a une question là. Et après, ces deux messieurs. Ici, et après, il y a 2 questions encore. D'accord. C'est riche. Merci beaucoup. Je suis Germain Olo, président des ingénieurs conseils de Côte d'Ivoire. Monsieur Eti est donc un des membres. Il a parlé du secteur électricité, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je voulais seulement dire tout à l'heure, en écoutant M. Ndiaye, surtout Madame, pour dire, pour M. Ndiaye, en parlant de l'aspect rural, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'exode rural, nous pensons que depuis un temps, les Africains ont pensé que c'était mal. Alors pour nous, c'était bien. Parce que c'est à partir du monde, de la population, qu'on peut faire les équipements. Si vous avez une petite population, effectivement, répartie par tête d'habitants, les équipements reviennent très chers. Or, ces personnes des Sénégalais qui sont à l'intérieur du pays, ils sont au même titre sénégalais comme les Sénégalais de Dakar. Il faudrait donc permettre au pays de non seulement d'avoir une vision, mais d'être capable d'anticiper. Tout le mal est là. Si nous n'anticipons pas, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer des villes duales. Le pauvre qui arrive, il est heureux d'être à Abidjan, dans sa cabane. Mais le riche qui est là, qui est dans sa villa à côté, a besoin de ce pauvre qui est dans sa cabane. Et sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut préparer l'arrivée de ces personnes dont on a besoin, c'est les jeunes, qui veulent aller, non pas parce qu'ils veulent aller à Abidjan, mais c'est aller à Abidjan, c'est une nécessité absolue pour sa famille. Donc, il n'y a rien à faire, vous ne pouvez pas les bloquer dans leur région en disant on va y mettre de l'eau, on va y mettre l'électricité, puis ils ne viendront pas à Dakar, ils ne viendront pas à Abidjan, ils ne viendront pas à Bamako. Au contraire, il faut accepter de créer la plateforme pour les accueillir, de sorte que lorsqu'ils arrivent, ils sont dans leur environnement propre. Sinon, ce qui s'est passé à Abidjan depuis un temps, au milieu de grosses villas, il y a ce qu'on appelle un taudis. Le président Ouattara était obligé de prendre une décision de les démolir et de les recaser. Mais si nous ne le faisons pas en amont, ça nous rattrape et ça coûte très cher l'équipement. Parce que nous sommes obligés, tous ces villages qu'on démolit, on est obligé de mettre le coût des facteurs sur les réseaux. Et les réseaux deviennent chers. Deuxièmement, en ce qui concerne le coût de l'électricité tout à l'heure, je crois qu'un intervenant a dit que l'électricité, au fur et à mesure, on fait l'électricité solaire, donc le coût de l'électricité est très cher pour le pauvre. Ce qui s'est fait à Abidjan, c'est que, Eti n'a pas peut-être dit, c'est que le riche paye pour le pauvre. Au fur et à mesure, vous avez besoin d'une puissance plus élevée à 1 kWh,
que votre coût d'achat est plus élevé, permettant de régler le problème de la pauvreté. Troisièmement, concernant les villes, c'est une nécessité. Si nous ne sommes pas capables d'anticiper, ben, nous allons créer des embouteillages, nous allons créer des villes, des routes qui seront vite embouteillées. Et regardez, Abidjan, en 60, faisait 15 km. Aujourd'hui, le nouveau Abidjan de 2020 va faire 100 km. Alors, si vous avez une population à transporter qui, en 2020, sera autour de 8 millions d'habitants, mais vous êtes obligé d'anticiper. Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il n'y a pas d'ingénierie ivoirienne ou africaine, mais il y a l'ingénierie tout court. Il n'y a que les Européens qui ont de l'argent. On leur dit, avant de venir avec votre argent, constatez avec vos pairs locaux pour savoir les besoins et traduire les besoins en activité. Et c'est pourquoi nous avons signé une convention avec le Syntec pour la Côte d'Ivoire. Et puis, on va étendre, puisque je vais vous rappeler que l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA a décidé de mettre tous les ingénieurs dans le même réseau. Donc, nous avons créé des ordres. Il y aura donc la Fédération des ordres des ingénieurs conseil d'Afrique de l'UEMOA. Donc, ça veut dire à Madame du Mali que le Mali est bien positionné, que le Sénégal est bien positionné et que les cerveaux sont là. Nous attendons seulement l'opportunité pour pouvoir mettre ces cerveaux à la disposition de notre région, de notre pays. Merci beaucoup. Merci. On va prendre encore 2 questions. Il y en a une là et après monsieur, oui. Bonjour, Pascal Oudot de la société Louis Berger. Je voulais revenir sur la mobilité urbaine. Et effectivement, suite à l'intervention du précédent intervenant, effectivement, on regrettait que l'exode rural existe, mais malheureusement, ça va être difficile à contrer dans les années à venir. Et donc, ce problème est un problème d'aujourd'hui et probablement de demain encore. Donc, nous, on a une longue expérience depuis des décennies sur ce sujet-là, à la fois sur le continent africain, mais également en Asie. Donc j'aime bien aussi cette expression d'ingénierie internationale. On n'est pas ou blanc, ou africain, ou asiatique. On essaye de travailler ensemble. Ma question, c'est un petit peu à l'instar de ce qui était fait avec les corridors, avec les postes frontaliers. Est-ce que les institutions supranationales de type Union africaine, ou EMOA, ou CEMAC, n'aurait pas un rôle important à jouer pour être une espèce de plateforme un petit peu où on pourrait un petit peu assembler toutes nos expériences, avoir des échanges, créer des synergies avec de l'ingénierie quitte malienne ou guinéenne ou congolaise. Je veux dire, par exemple, on ne traitera pas le sujet de la mobilité à Conakry, ville pendulaire, comme on va la traiter à Ouagadougou. Mais par contre, on a probablement des expériences similaires sur d'autres continents ou d'autres pays. Donc ma question, c'est sur ça. Est-ce qu'il n'y a pas, ou il n'y aurait pas, une espèce de plateforme au niveau des institutions supranationales pour donner des grandes guidelines, des grandes lignes directrices sur un certain nombre de sujets? Qui veut répondre? Qui s'en va? Oui. Je voudrais quand même tirer au clair un certain nombre... On n'a plus que 2 minutes et on aura une question oui, après. Tirer au clair un certain nombre d'ambiguïtés. Loin de moi l'idée de dire que la production privée indépendante, notamment le partenariat public-privé au plan national et international, n'est pas nécessaire. Je n'ai pas dit ça. J'ai simplement dit qu'il y a des circonstances particulières dans lesquelles la production privée indépendante peut nous conduire à des impasses. Et j'ai cité le cas d'un système électrique qui était en crise, celui de mon pays, où il y avait à mettre en œuvre des réformes urgentes, extrêmement urgentes. C'était entre 2005 et 2011. Nous avons eu recours à de la production privée indépendante. Mais le temps de maturation, de la mise en place d'une production privée indépendante peut être extrêmement long. J'ai cité l'exemple, par exemple, d'une centrale au charbon que nous essayons de mettre en place par la production privée indépendante. Les négociations ont commencé. En 2005, nous sommes en 2014 et on n'a pas encore abouti. Nous avons eu des négociations avec une firme coréenne
pendant 4 ans. Pendant 4 ans, et au bout du compte, ça n'a pas abouti. Nous avons eu des négociations sur la production privée indépendante. Avec GTI, ça a abouti. Et quand ça a abouti, la mise en œuvre du contrat a posé des problèmes. Je veux donc dire par là, quand nous avons le temps de bien planifier et de bien programmer cette production privée indépendante, elle marche bien, elle est efficace. Mais dans la situation dans laquelle nous, on était au Sénégal, ces négociations qui ont conduit à des impasses ont obligé l'État à faire des compensations tarifaires de l'ordre de 550 milliards, ce n'est pas peu. Nous avons également perdu, par exemple, avec ce contrat sur le charbon qui n'a pas abouti, nous avons eu à supporter 10 milliards, ce n'est pas peu. Donc, il est important de réfléchir sur quand et comment mettre en place de la production privée indépendante. Parce que c'est quoi l'objectif? C'est de mettre en place de la production privée. Il y a peut-être d'autres moyens sur lesquels on peut réfléchir. Bon, maintenant, pour ce qui est de l'électrification rurale, on a utilisé au Sénégal, je ne parle pas dans le vide, je parle sur des trucs concrets là. Nous avons mis en œuvre des concessions d'électrification rurale. Nous avons tarifé économiquement ces investissements. Et quand nous tarifons économiquement ces investissements, on a des tarifs qui sont largement au-dessus du tarif moyen du système électrique sénégalais. Quand on a conçu les concessions d'électrification rurale, on a saucissonné le système électrique sénégalais. Au lieu de mettre en avant une solidarité entre les différents usagers. Et ce concept nous est venu d'où? Nous avons discuté avec les bailleurs de fonds. J'étais à l'époque aux négociations, c'est moi qui les présidais. On nous a dit, concession d'éducation rurale, on a dit OK. Tarification au forfait, nous avons dit OK. Résultat, on a un système électrique où les populations rurales commencent à s'énerver et s'énerver sérieusement et à juste titre. Parce qu'un homme qui est perdu dans le désert, vous lui vendez un verre d'eau à 1 milliard, il l'achète. Mais quand il aura bu, il dira que finalement, mon verre d'eau, il m'a coûté cher. On est d'accord? Bon, on est dans la même situation, ce qui va nous obliger maintenant à mettre en place un programme d'harmonisation de ces tarifs, à construire un système électrique solidaire, équitable et homogène. Maintenant, je vais revenir, permettez-moi de revenir sur une question. Ce qui me rappelle mes jeunes années, il n'y a pas de science marxiste à la Lysenko, par exemple. Il n'y a pas de technologie de pays sous-développés et de technologie de pays développés. Il y a un problème, il y a une solution technique et il faut la mettre en place de la façon la plus efficace possible. Je n'en disconviens point. Je n'en disconviens point. Mais quand même, il n'y a pas que l'ingénierie technique, il y a l'ingénierie financière. On a négocié avec la Banque africaine de développement, excusez-moi de citer donc, avec la Banque mondiale, par exemple. En 1900-2005, on négocie des financements pour les concessions d'électrification rurale d'Agana, Podor, Saint-Louis, pour ceux qui connaissent le Sénégal, Louga, Linguère, Kébémer, machin, etc., etc. On signe les accords de projet. Il va falloir qu'on termine. Bien les accords de crédit. En 2005, on est en 2015, on vient seulement de mettre en œuvre ces concessions. Pourquoi? Selon vous? Nous, on a réfléchi à la question. La question n'est pas tellement d'avoir des sous, d'avoir de l'argent. Même quand on a les sous, quand on a l'argent, on n'arrive pas à les mobiliser. Pourquoi? Parce que simplement dans nos pays, on a négligé une chose importante, une capacité d'identification, de planification et de programmation des investissements, à générer des solutions. Parce qu'une solution que vous allez importer, toute faite, évidemment, vous pouvez ne pas la comprendre.
Et celui qui la prépare aussi peut ne pas comprendre le terrain. C'est ce que je veux dire en disant, et d'ailleurs les bailleurs de fonds en ont eu conscience. Rappelez-vous, il y a quelques années, on parlait de l'exécution nationale des projets. Et quand ils parlaient de l'exécution nationale des projets, c'est parce qu'ils ont été conscients des impasses dans lesquelles nous étions. Et c'était quoi ça? Cette exécution nationale des projets. Que l'ingénierie locale, technique, financier, juridique, soit écoutée et mise à contribution. C'est ce que je voulais dire. Mais je n'ai pas voulu dire, bien entendu, qu'il y avait une technologie africaine, une technologie française ou une technologie malienne. Ça n'existe pas. Je crois qu'on va être obligé de conclure. Je suis désolé, mais c'est devenu très, très intéressant. Je vous propose de poser la question aux intervenants sortants, monsieur, parce que on est obligé d'arrêter. Je suis vraiment désolé, mais on pouvait leur parler en sortant, là. Hein. On est obligé d'arrêter, on me fait des grands signes là-bas. Je voulais remercier le public. Je suis désolé d'avoir frustré un monsieur, mais on va lui répondre. Allez, allez-y alors, allez-y. Allez-y. Donnez-lui le micro, monsieur. Moi, de toute façon, allez-y. Je suis là où je me présenterai après. Simplement, moi, je voulais terminer sur une note afro-optimiste. Ce que je voulais dire tout le long du débat, vous vous demandiez quels étaient les grands projets sur l'Afrique. Il y a énormément de grands projets. Moi, je suis ancien de la Commission, je suis ancien des Nations Unies, je travaille sur énormément de projets. Aujourd'hui, il y a un projet qui certainement sera l'un des plus gros projets africains des années à venir. On en a discuté encore tout à l'heure. C'est la première Smart City africaine. C'est une première ville tout à fait en éco-développement durable, totalement intelligente. Vous posiez des questions sur pourquoi je vous disais que vous serez frustré, parce que vous dirigez donc un cabinet d'ingénierie. Pratiquement tous les grands cabinets d'ingénierie au monde vont travailler sur ce type de projet. Donc voilà pourquoi je voulais vous le dire. Je veux dire, moi je crois à l'Afrique, je crois en ce que disait M. Mwamba. L'Afrique va se réveiller, c'est le continent d'avenir. Ce qui s'est passé dans les télécoms va se reproduire dans d'autres secteurs d'activité. Ça fait 20 ans que je travaille sur l'Afrique au titre de la Commission européenne. Il y a énormément de choses qui sont totalement méconnues. Le problème en France, c'est que vous êtes très mal informés sur ce continent. Il y a à peu près 10 projets de villes nouvelles et on ne voit jamais les Français dans ces réunions. Donc posez-vous aussi vos questions. Ce n'est pas à nous, Africains, parce que moi je suis tunisien, mais ce n'est pas à nous, Africains, aussi de venir là. Sur le terrain, on voit tous les pays, pratiquement tous les grands pays, tous les grands cabinets d'ingénierie. Très rares sont les grands cabinets. Le vôtre, certes, est présent, mais rares sont les grands cabinets français pour travailler sur les projets de Smart City, ne serait-ce qu'au Nigeria. Je n'ai pas vu de cabinet français, je suis désolé. Voilà. Merci, monsieur. Et le projet s'appelle Tunisia Economic City. C'est un projet de 50 milliards. Il sera annoncé en janvier, normalement. Ça vise à faire un peu, j'aime pas l'expression, mais c'est une sorte de nouveau Dubaï sur l'Afrique. Et ce sont que des financements privés. Donc l'État tunisien n'aura que 30% dans le projet. Merci, monsieur. Je vous remercie, je remercie le public et je remercie surtout nos intervenants qui ont été patients, sympas et qui ont été excellents surtout. Merci beaucoup à vous tous.